D'abord, c'est la rencontre avec le livre de Bérengère Cournut, qui m'a été conseillé, voire fortement conseillé par mon éditrice, Camille Grenier chez Dupuis, parce qu'elle connaît mes goûts en fait en termes de littérature. Ça a été une claque, voilà, une claque, une vraie baffe de lecture. Rapidement, j'ai rappelé Camille en lui disant je crois que c'est un livre pour moi, ça. Alors, beaucoup de choses en fait, mais peut-être de prime abord, c'est l'intensité et puis l'immense souffle poétique qui se dégage de ce livre, alors qui tient à l'univers, à la narration, à l'histoire, au verbe de Bérengère Cournut. En fait, j'ai été happé. D'abord, j'ai commencé par dessiner 2 pages de démo pour montrer ce que j'avais en tête. Et puis après, on s'est rencontrés avec Bérengère, on a discuté une après-midi, elle m'a parlé pas mal de ses intentions, de son parcours d'écriture. Elle m'a confié pas mal de documentation aussi, ça a été précieux. Après quoi, elle m'a laissé carte blanche, ce qui était vraiment un beau cadeau. À la lecture, déjà, j'avais des images qui me venaient, j'avais même des pages de bande dessinée. La dernière page, en fait, je l'avais vraiment en tête en lisant le livre. L'envie était là depuis des années, alors ça s'est pas fait pour plein de raisons. Soit parce que j'avais trop de travail, soit parce que les droits du livre n'étaient pas disponibles, soit parce qu'il était peut-être trop ambitieux pour moi à l'époque. Enfin, il y a eu tout un tas de livres autour desquels j'ai tourné et à aucun moment il y a eu cette espèce d'évidence en fait. C'est arrivé à temps, à l'aube de ma cinquantaine, et donc voilà, c'est un peu ma crise de la cinquantaine. J'ai tenu à ce qu'il y ait une véritable justesse en fait dans la représentation du monde inuit. J'ai bénéficié heureusement de beaucoup de documentation. Le Muséum d'histoire naturelle à Paris m'a fait le beau cadeau de me donner un accès à certains fonds, notamment le fonds Paul-Émile Victor. Et par surcroît, le comité scientifique a relu les livres pour vérifier qu'il n'y avait pas de petites coquilles ou de choses approximatives. Il y en avait 2-3, donc je les ai corrigées, et le bouquin a été labellisé du coup par le Muséum. C'était un grand plaisir, une grande fierté pour moi. Oui, et c'est exactement ce que je voulais depuis plusieurs années. J'ai un peu quadrillé tout le territoire de l'humour noir, l'humour un peu sociologique, l'humour absurde, enfin j'adore ça, hein, c'est vraiment le matériau moi, qui m'a nourri pendant des années, mais c'est vrai qu'en vieillissant aussi on a envie de faire d'autres choses, de se connecter peut-être à des émotions plus simples, plus brutes. Et donc quand j'ai lu le livre, effectivement, ça a été l'évidence. Alors j'ai eu un peu de mal au début pour pouvoir la typer parce qu'en fait Utsura-Leek on la suit adolescente jusqu'à sa mort. Donc il fallait qu'elle puisse évoluer, qu'on la reconnaisse. Il fallait aussi qu'on puisse bien la distinguer des autres personnages. J'ai fini par trouver une petite astuce en voyant une photo de Björk, la chanteuse, qui a des grands sourcils vraiment épais. Et je me suis dit waouh, ça c'est hyper typique. En plus c'est amusant parce que la représentation des femmes en bande dessinée, souvent le sourcil est fin, il est dessiné, il est américanisé en fait. Et moi je trouvais chouette d'avoir ce côté plus nature. Une fois que j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais oui, on la reconnaît sur toutes les pages, que je la dessine en tout petit ou en gros plan, on sait que c'est elle. Le flux de conscience, en fait, c'était un peu pour moi la condition préalable à réaliser ce livre. Je tenais à garder la narration du personnage, la voix off en fait, où elle se livre et elle raconte ce qu'elle vit. C'est quelque chose qui n'est pas très courant en bande dessinée, et pourtant moi, je trouve ça d'une extrême efficacité. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la tête du personnage, on a la boîte noire en fait. Pour les chants, en fait c'est un peu à la fois des intermèdes poétiques, mais ils amènent aussi un peu de narration. C'est-à-dire qu'ils donnent des informations sur l'histoire en cours. Donc en fait j'ai un peu changé la forme bande dessinée en éclatant un peu et en faisant des pleines pages, en laissant plus de place à l'illustration. Il se trouve que De Pierre et d'Os, en fait, c'est un album donc où il y a beaucoup de neige, de banquise, etc. Mais c'est pas pour autant un album blanc. D'emblée, moi j'ai voulu qu'il y ait beaucoup de couleurs et qu'on ne soit pas dans la pauvreté graphique en fait. On a des gris, des bleus nuit,
des aubes, enfin ça peut être rose, ça peut être saumonné, ça peut même être vert, puis il y a des aurores boréales. Le blanc me sert quand j'ai besoin d'exprimer un sentiment précis, soit un sentiment un peu de renouveau, un peu virginal, soit un sentiment d'éblouissement où le blanc écrase, la lumière écrase les personnages. C'est une non-couleur qui est devenue une couleur et un outil narratif aussi. Après 4 ans passés dans le Grand Nord, j'avoue qu'en fait j'étais bien. C'était mon quotidien, hein, donc j'aurais pu continuer 6 mois de plus avec plaisir. Mais quand même, quand j'ai posé le crayon, j'ai eu une sacrée envie de plage, j'avoue. Alors ça va être une lecture dessinée musicale en fait, puisque Bérengère Cournut va lire quelques extraits du roman, pendant que moi je vais peindre à l'aquarelle en live, en direct. Et on sera accompagné par le quintet à vent de l'orchestre de Besançon. On a déjà fait des choses un peu comme ça ensemble, et moi c'est quelque chose que j'attends avec impatience. J'espère que ça va être un beau moment pour tout le monde.